Bref. Elle aime bien grouger, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute, leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh là là, c'est beau, oh le magnifique but, la Camara, Jorge. Francis Perra, ça tourne. Brestois, Brestoise, le gardien de but fait des arrêts, l'attaquant marque des buts, le Stade Brestois retrouve la colonne de gauche et votre podcast préféré est de retour pour un 137e épisode, un épisode un peu particulier. On va vous expliquer ça très rapidement, mais vous l'avez vu dans le titre. Je suis avec Fanch, je suis avec Yann. Le soleil est de retour, mes amis. Le soleil est de retour, la colonne de gauche surtout est de retour. Ça fait plaisir, Fanch. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Oui, ça fait plaisir. C'est vrai que là, les résultats sont un petit peu à l'image de la météo ces derniers jours. Donc, c'est très agréable et très heureux de vous retrouver parce que j'étais pas là lors du dernier podcast où vous étiez un petit peu chafouin à juste titre sur la saison brestoise. Depuis, ça va mieux. Donc, encore une fois, la théorie du podcast se vérifie. On peut donc prévoir une défaite lamentable face au Havre ce dimanche. Yann, comment vas-tu? Ça va aussi, on a beaucoup vibré ces dernières semaines et justement, je ne suis pas d'accord avec France, on ne va pas provoquer des défaites puisque cet épisode ne va finalement pas parler des dernières semaines, même si on en est content. Voilà, on ne prend pas de risque. Plat du pied sécurité, on parle d'autre chose. Oui, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler dans un podcast dans quelques jours, semaines, de cette bonne forme brestoise, de cette éventuelle belle fin de saison qui peut nous attendre. Mais en attendant, on va parler de vos unpopular opinions. Alors, les unpopular opinions, qu'est-ce que c'est? C'est la phrase, c'est l'avis qui vous fait dire que vous mourrez sur cette colline contre tous les autres. On en a quelques-unes qui sont feutrées. Ça va être rigolo, ça va être rigolo. Alors on a quelques catégories, mais voilà, il y a quelques catégories avec effectif actuel, effectif passé, mercato transfert et un peu autour du club. Alors il y aura pas vraiment d'ordre, c'est un podcast un peu à la zeub, comme on l'a dit hors enregistrement. Et mon cher Yann, c'est toi qui commence, c'est toi qui introduis avec la première unpopular opinion. Bien sûr qu'on vous a demandé sur les réseaux sociaux et que vous nous avez donné avec, comme je l'ai dit, quelques opinions qui sont bien unpopular. Mais c'est le principe du truc. Tout à fait, je démarre avec une qui est, je pense, un peu unpopular, contrairement au joueur qui, lui, est très populaire. Cet avis, c'est ba.psrd, je crois que c'était sur Twitter, qui nous écrit: Hugo Magnetti est le meilleur milieu de terrain passé par le Stade Brestois 29. C'est audacieux, hein. C'est audacieux. Personnellement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Sportivement, c'est peut-être pas le meilleur. En termes d'émotion, sur la durée, sur ce qu'il va laisser au club, je le dis pourquoi pas. Sportivement, bon, c'est autre chose. Après, quand on dit meilleur, il y a le côté footballistique qui rentre en jeu, je pense. Ouais, non, mais c'est nécessairement. Moi, je suis d'accord sur une réussite sur, peut-être pas le meilleur joueur que le Stade Brestois ait connu de terrain, mais peut-être sur l'aspect, meilleure anticipation aux joueurs qu'on recrute, pour mettre, simplement en post-formation avec l'équipe réserve, puis intégrer l'équipe professionnelle et aujourd'hui Magnetti, je pense que ça va être le vice-capitaine si je dis pas de bêtises. Il a tout connu. Bon, c'est en tout cas une réussite qui est indiscutable. Après, j'irai pas dire jusqu'à dire que c'est le meilleur milieu de terrain que le Stade Brestois ait connu, parce que je suis même pas sûr que c'est le meilleur milieu de terrain de l'effectif actuel. Ouais, oh, certes. Et ça restera aussi pour l'éternité le premier buteur de l'histoire européenne du club. Et oui, ça, c'est C'est une belle histoire aussi. Tout à fait. Mais ça n'en fait pas, je pense, le meilleur milieu que le Stade Brestois ait connu. Je pense que, par exemple, un Pierre Lesmelou est Ouais, au-dessus en termes justement, de meilleur milieu. justement, en un mot, qui est pour vous le meilleur milieu sportivement, si ce n'est pas Magnetti? Ah, moi, je vais rejoindre Quentin, je pense Et parce que et parce que pourquoi John Jairo Coulma? non, mais il était bien, John Nairo Coulma, il avait quelque chose, mais je pense que le joueur qui m'a le plus impressionné par sa facilité technique et physique, c'est le Pierre Lesmelou qui est au top de sa forme sur la saison 2023-2024.
où il était aussi bon défensivement qu'offensivement. Le gars était absolument indispensable et moi j'ai pas vu ça depuis enfin, j'avais jamais vu ça et je sais pas si on verra, quelque chose d'aussi bon, dans les années à venir. On l'espère, mais en tout cas, ouais, Les Melou, c'est clairement le joueur qui au milieu de terrain m'a beaucoup marqué ces dernières saisons. Ah, ça se joue avec Mali, je pense. Ouais, ça se joue, Jouer Guégan. c'est pour Alban. Non, mais après, voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus attachants peut-être que certains, heu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais d'un point de vue footballistique, on peut pas comparer les Pierre Lesmelou à des Oscar Ewolo, par exemple, hein. C'est pas comparable. Même des joueurs un peu plus vieux, par exemple, je pense à qu'un Claude Makélélé est passé par Brest, mais je pense pas qu'il était aussi bon à son époque que Pierre Lesmelou et je pense que, si on prend le meilleur milieu de terrain de la meilleure équipe du Stade brestois, on peut partir sur Lesmelou. Ça s'entend. Ça s'entend pour cet avis-là. Je passe la main à Fanch. Lequel tu as Moi, choisi? j'ai choisi alors Malo QMR, je ne sais pas qui tu es, mais je te salue, qui va sur une unpopular opinion que j'ai trouvée très intéressante et que je suis vraiment pas loin de partager. C'est que Brendan Chardonnay est une plus grande légende du club que Bruno Grougy. Je m'explique et je pense que Malo, pense la même chose. Joueur formé au club, chose que n'est pas Bruno Grougy et Brendan Chardonnay. Quentin, tu disais, Pierre Lesmelou fait partie de la meilleure milieu de terrain de la meilleure équipe du Stade brestois et Brendan Chardonnay est le capitaine de la meilleure équipe du Stade brestois et il a tout connu depuis 2013. Pour moi, lorsque sa carrière sera terminée, s'il n'est pas une plus grande légende du club que Bruno Grougy, au moins il s'assiera à sa table et il incarne, à mes yeux, vraiment, l'identité du Stade brestois. C'est l'image du club et je pense que le club peut être fier d'avoir, une légende comme lui, joueur du coin, formé au club. C'est de plus en plus rare et donc voilà, l'unpopular de Malo, je la partage, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne la partage pas, tout simplement parce que Chardonnay n'a pas fini sa carrière. On fera le bilan à ce moment-là et aussi, je pense quand même ce qu'on retient de Bruno Grougy, c'est qu'il est resté malgré la descente. On n'est pas encore descendu, donc Chardonnay n'a pas eu cette occasion-là et mine de rien, ce qui joue aussi dans l'affectif, bah, c'est la personnalité du mec. Qui Chardonnay, c'est un Brestois pur et dur, tout le monde le connaît, c'est vraiment comme il faut. Grougy, c'est autre chose, tu vois? C'est le contraste entre la personne ultra discrète, presque timide en permanence et le super joueur de foot. Je sais pas, c'est ce contraste, donc aujourd'hui, moi, je laisse Bruno Grougy au-dessus. Après, on va dire que le côté, qui défait à Brendan Chardonnay, c'est son poste. Je pense qu'il manque i et c'est difficile à mettre un défenseur et un milieu sur le même piédestal parce qu'il manque ces moments que Bruno Grougy a eu, ses coups francs, ses buts qui ont élevé Bruno Grougy au-delà de sa longévité et d'être resté, sur la descente et d'avoir fait remonter aussi le club. C'était quand même l'un des principaux artisans des principaux artisans de la remontée du club. Je pense que Chardonnay, il manque peut-être ces moments, que ses attaquants et que ses milieux ont, ses buts, ses passes décisives, même si on a vu une très belle, contre Metz il y a quelques jours. Oui de la tête, messieurs, vous êtes vraiment, vraiment médisants. Mais c'est vrai que, on s'en souvient, il y a aussi là une passe décisive contre Lorient qui fait sur le 4-0 sur un des buts de Doumbia. Aline Mais qui c'est vrai, ouais, non, mais c'est exactement ça et on s'en souvient, mais et c voilà, c'est son côté, défenseur, c'est pas de sa faute, mais c'est vrai que Grougy, il s'élève aussi parce qu'il a ses émotions, c'est vraiment pic d'émotion sur ses buts, sur ses passes décisives, que, malheureusement, on n'a pas un défenseur. C'est vrai que Chardonnay, à part un but contre le Paris FC, à Charletti, sur la saison de la remontée, hein, il me semble, heu, c'est ça. ça voilà, c'est pas de sa faute, mais pour moi, il manque ces pics d'émotion qu'a apporté Grougy et il l'élève, peut-être un peu au-dessus de Chardonnay. Mais je suis d'accord avec toi, Fanch, pour dire qu'il s'assiera à sa table une fois sa carrière terminée, que ce soit à Brest ou ailleurs, d'ailleurs.
Moi, j'ajoute, je suis d'accord avec vous sur le principe des stats qui sont manquantes et peut-être des moments forts. Il n'en demeure pas moins que lorsque l'on se remémorera les matchs de Ligue des Champions et qu'on verra les différentes équipes qui étaient alignées, que le capitaine qui serrait la main du capitaine du Real Madrid, ça restera Brendan Chardonnay aussi. Et j'entends, hein, ce que vous dites naturellement sur le côté décisif de Bruno Gougy. Et puis, je pense que Yann, tu ferais peut-être référence à son coup franc contre Valenciennes qui offre le maintien, ce genre de choses. Brendan Chardonnay, évidemment, par son poste, ne peut pas avoir ça, mais reste quand même dans toutes les grandes équipes et toutes les belles équipes brestoises qui ont réussi des trucs ces dernières saisons. Bah, Brendan Chardonnay, finalement, il est là et en plus, j'ajoute que c'est un symbole de résilience du joueur qui partait toujours, en tout cas sur les saison précédente, hein, pas depuis 3 4 ans, mais toujours remplaçant en début de saison et qui finalement terminé par faire son trou et qui aujourd'hui est devenu capitaine du club et puis, des entraîneurs ont passé, que ce soit Dalloglio, ensuite Derzakarian et Éric Roy. Le brassard lui a souvent été confié et je pense que c'est quelqu'un qui incarne et qui représente véritablement les valeurs du club et de la ville et c'est à ce titre que moi je le mets, vraiment comme, une légende du club, comme Yvon Leroux, en son temps. Et puis c'est un chic type en plus, voilà. Tout à fait. Ça se Un de ça n'enlève rien à tout ça. Alors à mon tour, Tout à fait. alors et si on parlait de Cameron Doumbia? Attention, ça risque. Ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être le joueur le plus clivant de l'effectif actuel, avec, certaines personnes, qui l'aiment beaucoup et certaines personnes qui ne l'aiment pas beaucoup. Donc il y a des combats entre Yann, alors un autre Yann que toi, Yann, qui nous dit donc: «Camory Doumbia est nul, Camory Doumbia doit partir», contre Matteo qui nous dit: «Camory Doumbia est l'un des joueurs les plus talentueux». Alors on peut dire qu'il y a pas vraiment de populaire opinion parce qu'on va dire c'est 50-50 grosso modo, hein, entre les gens qui sont des détracteurs de Camory Doumbia et des gens qui le supportent contre vents et marées. Et ici, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ici, je vais citer un de nos tweetos très intéressants, je sais plus qui c'est, je l'ai vu passer tout à l'heure, qui nous disait que le Stade brestois est Camori Doumbia dépendant, mais on n'a aucune idée de pourquoi. Tu regardes les matchs, c'est inexplicable. On ne sait pas pourquoi Brest est meilleur avec lui. Voilà, je suis sur cette ligne. Il y a un côté absolument incompréhensible. Mais j'aime bien Camori Doumbia parce qu'au moins, il me permet de râler assez facilement. Alors, moi, le foot, dans ma conception, c'est comment dirais-je? On voit des joueurs qui nous transmettent des émotions et moi, Camori Doumbia, il me transmet pas énormément d'émotions. Je ne vais pas me cacher que c'est pas un joueur pour j'irai pas me floquer un maillot Doumbia comme j'ai pu le faire, par exemple, pour Mady Camara, je me suis vraiment reconnu dans sa combativité, dans les trucs qui me parlaient. Camori Doumbia, je vais pas payer mon billet pour voir Camori Doumbia pourtant, si on fait preuve d'un petit peu d'objectivité, il y a un Stade Brestois qui est meilleur avec lui et effectivement, on peut se demander un peu pourquoi parce que, il y a des matchs où Brest est meilleur avec lui et pourtant lui, dans ces matchs-là, il rate énormément de choses et quand il n'est pas là, en revanche c'est un peu moins bien. Donc c'est un rouage essentiel aujourd'hui, mais de là à dire que c'est un des joueurs les plus talentueux, je n'irai pas du tout jusque-là et après pour citer notre ami Yann, alors pas toi Yann, mais l'autre qui se reconnaîtra, que je sais qu'il est aussi un petit peu dans le troll et que voilà, il a une dent contre Camori, mais je pense que moi, c'est un joueur quand même important de l'effectif dans lequel le coach a énormément confiance, mais qui manque encore, je pense, de régularité, d'efficacité. Pour autant, quand on voit les images de lui ensuite dans les vestiaires où, il a l'air d'être parfaitement intégré dans l'effectif et d'être un élément important de la bonne humeur de ce groupe. Donc là, en ce sens, moi pour moi, Camori Doumbia n'est pas un problème pour le Stade Brestois, plutôt l'inverse. Le Yann dont on parle, alors pas toi là et pas toi Yann, on le reprécise encore, mais l'autre Yann qui m'a quand même dit, «Belle victoire à 9 contre 11 après la victoire contre Metz». C'était par rapport à la prestation de Camory Doumbia. D'ailleurs, on a eu un message, du père de ce Yann, sur Instagram qui, nous a confié peut-être que Camory Doumbia lui avait volé son goûter quand ce Yann était petit. Chose qui est bien sûr impossible puisque, le Yann en question est plus âgé que Camory Doumbia et que donc il est impossible que Camory Doumbia lui ait volé son goûter étant petit. D'autant qu'ils n'habitaient pas au même endroit, je crois. Mais c'est vrai que c'est clivant, hein, clivant le Camory Doumbia. Heu, il joue à un poste aussi où on a l'impression que c'est un 10 pur. On a aussi un peu changé notre façon de jouer,
pour un triangle vers le bas, d'un triangle vers le bas pour un triangle vers le haut pour lui. Et c'est vrai qu'il y a cette frustration de sentir qu'il n'est pas assez décisif par rapport au changement de ce qui avait très, très bien marché depuis le début d'Éric Roy jusqu'à ce que, Les Melou s'en aille, hein, finalement, puisque c'est à ce moment-là que le système a été changé. Et c'est vrai qu'on a quand même un Kamori Doumbia qui est irrégulier. Hem, j'ai du mal à lui ressortir un point fort, un élément de son jeu où on se dit. C'est vrai que là où il est au-dessus du lot, alors il y a sa qualité de passe qui est quand même bonne, mais qui est assez irrégulière aussi. Il peut y avoir des passes vraiment excellentes un jour et le même jour, quelques minutes après, des passes de poussin qui n'arrivent pas à dans les pieds. Il y a quand même peut-être son instinct de buteur. C'est vrai qu'il se retrouve souvent, notamment dans la surface, plutôt au bon endroit, au bon moment. D'ailleurs, il a marqué quelques buts de la tête, chose que bon, évidemment, il n'a pas le physique pour, mais ça démontre, je pense, un sens du jeu qu'il peut avoir. Mais pareil, trop discret, c'est vrai que sans physique, évidemment, c'est compliqué et ça, c'est pas de sa faute et malheureusement, ça n'évoluera pas dans son sens. Heu, voilà, ça manque un peu de tranchant, le Cameroun Doumbia. Et moi, j'ai des gros soucis avec sa frappe de balle. Je trouve qu'à chaque fois, il me rappelle moi en poussin quand j'arrivais pas à lever le ballon. Heu, c'est, heu, c'est pour moi, il y a trop de lacunes pour être un joueur, aussi important. Mais c'est vrai que, vous l'avez dit, quand on regarde, les résultats, les matchs, on se dit quand même que Brest est meilleur avec Kamori Doumbia que sans Kamori Doumbia et et c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer. Yann, à toi. Moi, je vais aller sur ce qui est, je pense, le plus impopulaire. Petit indice, du boui. Oh! Je vais vous parler du speaker du Stade Brestois, Grégory Pello. Grégory Pello, qui est souvent contesté, qui est souvent décrié. Et bah, honnêtement, je trouve que Greg Pello, c'est pas un si mauvais speaker que ça. Voilà. Je pense que je suis en minorité, notamment dans cette conversation, mais je trouve que c'est OK. Ah bof, moi, j'ai pas du tout envie de le critiquer la personne, tu vois? Parce que ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement impliqué dans le club et de faire beaucoup de choses. Mais, je sais pas, c'est pas, l'ambiance que j'attends quand je vais au stade, d'entendre un mec qui fait ce qu'il fait, quoi. Du bruit, du bruit, du bruit, on en rigole, mais à un moment donné, moi, ça me va enfin, moi, ça me va pas du tout, du tout, du tout. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord, avec, enfin, l'opinion comme quoi c'est pas un excellent speaker. Autant, grand respect pour ce qu'il fait, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai qu'il alors, on a aussi, on va à différentes manifestations à droite et à gauche et c'est vrai qu'on le retrouve souvent du côté du micro, notamment au festival d'Armor à Plougonvelin. C'est insupportable, c'est insupportable! Et c'est vrai qu'il y a quand même un débit de parole qui est assez important et qui nous voilà, quand on est à côté des sonos et même autour des terrains, c'est vrai que ça un peu moins de débit de parole serait assez agréable et de juste profiter, généralement, il fait plutôt beau, hein, au festival d'Armor, il y a 3 matchs en même temps, c'est sympa. On n'a pas non plus envie d'avoir tout le temps des personnes qui nous crient dans les oreilles. Et effectivement, à quelques moments, hem, mais je pense que ce n'est pas à lui sur le terrain de lancer les chants, notamment à la fin des matchs. Souvenir alors c'était quoi le dernier match à domicile? Contre Lorient. Souvenir il a essayé de lancer un clapping et ça n'a pas pris du tout. Heu, enfin non mais vraiment, Après, c'était, tu peux pas l'enlever le fait d'être véritablement passionné. Je pense qu'il le non, clairement pas et je pense qu'aussi on lui demande ça. C'est son métier aussi. Je pense que c'est pas du tout un métier facile, clairement parce que, tu es exposé, hein, c'est pas facile d'essayer de lancer des choses et de motiver un public à te rejoindre dans ton délire. Mais c'est vrai que, au stade en tout cas, il y a quand même des gens qui le font, relativement bien, qui est la tribune Quimper. Il y a pas non plus besoin de doubler l'idée et de s'improviser capot, on va dire, à lancer un stade. Je pense que si tu laisses la tribune Quimper lancer les chants après le match, ça va très bien.
Ouais, Et juste un petit point à prononciation aussi qui est pas toujours maîtrisé. Heu, voilà. je peux bien dire que mon avis, c'est que c'était un pas si mauvais speaker. C'est pour moi, il fait le taf. Totalement ça et j'ai comparé dans plusieurs clubs de Ligue 1. Tu vois, typiquement autour de notre speaker, on n'a jamais eu de polémique sur une prononciation douteuse, sur une erreur de nom, sur des propos, totalement douteux, des blagues, qui fassent mal. Ça fait le taf, sans fioriture ni rien et il faut quand même rappeler qu'en dehors de ça, Greg Fellow, il est aussi intendant. À l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est lui qui s'occupait de l'accueil des ramasseurs de balles et des petits qui donnent la main. Je pense qu'il a beaucoup de choses à faire et voilà, il fait, peut-être pas plus que ce qu'il faut. C'est pas voilà, c'est banal, mais ça suffit et honnêtement, j'ai bien d'autres exemples de mauvais speakers. Pour moi, il n'en fait pas partie, sauf peut-être sur les courses, cyclistes et là, je ne suis pas expert. Ah oui, il était sur le Tour l'année dernière, je sais pas si tu l'avais vu Quentin, à Mur de Bretagne. J'arrive et puis j'avais l'impression je m'attendais à entendre du bruit partout, c'était terrible. Il était au standard Ouais. c'était Ouais, c'est vrai qu'il bosse. Il était aussi, aux Albatros, hein, à un moment donné. Tout à fait. Bah, en tout cas, par contre, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est l'art de meubler qui est hors du commun. ce qui étant, Et c'est très intéressant de l'avoir dans le podcast parce qu'il aurait sûrement plein de choses à raconter. oui, oui et voilà, encore une fois, on ne juge pas la personne, Ah non, pas du tout. comme, voilà, c'est notre avis sur son métier. Je pense qu'on est en droit de juger son métier comme, lui peut juger le nôtre, s'il a envie. S'il a envie de dire que Fanch est un piètre professeur, il a le droit, mais on ne juge pas encore la personne, Grégory Pello. Qui est sympathique. Voilà pour moi. Hanche, de ton côté? Est-ce que vous connaissez le même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Ça vous parle? Je vais prendre le le popular opinion qui m'a fait le plus d'œil, sur cette, longue liste. Donc ça vient de Darphy Family. Grégory Lorenzi n'est pas un très bon DS. Vente inférieure aux vraies valeurs des joueurs, recrutement tardif, manque d'anticipation. Messieurs, je vous laisse débattre. Je ne débattrai pas forcément dessus, je vais juste reprendre le manque d'anticipation. Éric Roy a quand même été assez cash la semaine dernière dessus. Je sais plus si c'était dans le West France ou dans le Télégramme, où il indique que pour une fois, il aimerait bien de l'anticipation. Cela étant, les résultats restent quand même là, on ne peut pas dire grand-chose à un mec qui est arrivé quand on était en Ligue 2 et qui, je crois que c'est 8 ans après, amène le club en Ligue des Champions. Voilà, tout n'est pas parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de défauts qui sont volontairement occultés par ses fans, mais les résultats restent là. Ouais, avant Moi, que je pense que c'est à nuancer. oui. Vas-y Quentin, je donnerai mon avis après. Non, non, vas-y. Ah, mais j'y pensais tout à l'heure en fait, parce que avant de faire le podcast, en allant courir, je réfléchissais un petit peu aux différentes zones populaires que j'allais pouvoir utiliser et j'ai repensé à celle-ci, puis je me suis dit: «Oui, c'est vrai qu'en fait, Grégory Lorenzi, il a un côté qui est agaçant, par bien des aspects, sur le manque d'anticipation, sur le côté et surtout ce qui m'énerve le plus chez lui, pour moi, c'est le côté un petit peu, seul contre tous et dès qu'il y a une interview et que voilà, il va être dans la revanche vis-à-vis des gens, même vis-à-vis de nous, hein, ça a été, on le sait, ça a été plusieurs fois le cas. On a d'ailleurs eu le droit de quelques petits coups de téléphone par-ci par-là. Pour autant, pour moi, le travail qu'il a réalisé, quand en fait, tu compares tout simplement un petit peu avec ce qui se fait ailleurs pour des clubs de notre standing, c'est absolument extraordinaire et dans le Stade Brestois en Ligue des Champions, c'est pas uniquement sa réussite à lui, parce qu'il y a Éric Roy, il y a évidemment d'autres, il y a aussi peut-être un petit peu, et ça on pourra en reparler, il est populaire aussi, mais peut-être un petit peu de chance finalement, les planètes qui s'alignent. Mais après la chance sur 34 journées, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire aussi et cette équipe, c'est lui qui l'a bâtie avec des moyens qui sont extrêmement limités. Et avec, finalement, on dit qu'il a les mains libres à Brest, c'est vrai, mais les mains libres avec, pas beaucoup d'argent. C'est vrai que sur les ventes, on pourrait espérer un petit peu mieux. C'est peut-être la chose que je pourrais lui reprocher. Pour autant, si le jour où il viendra à partir, quand on fera son épisode bilan, si on prend la colonne des plus et la colonne des moins, je pense que la colonne des plus sera très, très largement, devant celle des moins. Donc, dire que c'est un mauvais DS, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que comme chaque directeur sportif, il a son caractère, son ego aussi, je pense, hein. N'oublions pas que, voilà, Corse est certainement fier de l'être. Pourtant, voilà, même si je suis pas forcément fan de tout ce qu'il a pu dire ces dernières années, notamment à nous,
Je trouve que c'est l'artisan majeur avec Eric Roy de la réussite et puis encore plus parce que lui, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Voilà, on a peut-être trop banalisé le fait que le 1er mars, 2026, on était maintenu en Ligue 1 sans trembler une seconde après avoir joué l'Europe l'année dernière et encore fait un mercato au dernier moment. Alors évidemment, on pourrait espérer mieux. On pourrait peut-être attendre un mercato qui ne se termine pas, le 31 août à 23 heures tous les ans. Peut-être anticiper un petit peu plus, mais bon, pour moi, c'est quand même très positif. Mais c'est vrai qu'on a tendance à on a la critique facile, on a le jugement facile, je pense qu'on l'a tous, hein, que ce soit nous derrière un micro, mais aussi, chacun d'entre nous, avec les voilà, au niveau de la machine à café, avec les collègues, avec les amis, au stade. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même pas mal de données qu'on n'a pas, qui restent à l'intérieur du club et dont on a du mal à quantifier, bah, qu'est-ce que c'est un budget concrètement? Combien il a de budget? Est-ce que le mercato, le 31 août, est-ce qu'il a vraiment pas le choix? Ou alors, enfin, il y a un manque peut-être de recherche, d'anticipation, d'aller un peu plus loin que la France, aller un peu plus loin que les joueurs qui connaissent la Ligue 1. Heu, Après c'est vrai que quand on a été ailleurs qu'en France, ailleurs qu'en Ligue 1, on a eu des Roberto Tavares, on a eu des Achraf Dari. Bon, et ça a pas été des francs succès. Maintenant, de là à dire que c'est un mauvais D un alors c'est pas un mauvais DS, c'est pas un très bon DS qui est la phrase exacte. C'est dur, c'est à nuancer, comme je le disais. Heu, le bilan, il est éminemment positif. Comme tu l'as dit Fanch, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais le bilan, il est extrêmement amélioratif pour lui et pour le club et d'ailleurs, bah, il a quand même été pas mal, courtisé ces dernières années, dont une fois où il a laissé traîner un peu la sa décision, hein, si je dis pas de bêtises. Il avait même a priori, selon l'équipe, il devait rejoindre Rennes. Donc, voilà, il a l'air en tout cas de plaire dans le monde du foot. C'est vrai je pense qu'il y a des méthodes qui fonctionnent, avec certains joueurs qui, peut-être ne fonctionnent pas avec d'autres. Heu Il y a, je pense, beaucoup à dire et ce sera intéressant puisqu'on arrive, donc aux 10 ans de la prise, des Lessins du Stade brestois et donc aux 10 ans de l'arrivée de Grégory Lorenzi avec eux, cet été. Donc ça fera peut-être un bilan, sympa de ces des 10 dernières années. Mais c'est vrai que si on le juge, en tout cas, uniquement sur les résultats, pas grand chose à dire. Ah, si tu fais le bilan des 10 dernières années, il y a quand même très peu de négatifs, au regard des résultats. Si on repart 10 ans en arrière et qu'on voit l'état du Stade brestois et qu'on prend on te dit: «Dans 10 ans, tu auras fait, 8 maintiens en Ligue 1, tu auras joué la Ligue enfin, tu auras fait 8 saisons en Ligue 1, tu auras joué la Ligue des champions, tu auras affronté le Real et le Barça». Bon, je pense qu'on aurait tous signé il y a 10 ans pour ça. Je considère qu'on pourrait dire que c'est un bon ou pas un ou un très bon directeur sportif lorsqu'il aura réussi ailleurs. Dans un autre contexte, peut-être, avec un petit peu plus de moyens et moins les mains un peu moins libres. Si là encore il réussit à faire des coups et à passer un cap, parce que là finalement ce qu'il fait à Brest, il est un peu dans sa zone de confort, même si elle est pas nécessairement, très simple. C'est des choses qu'il sait faire. On verra s'il est capable de faire autre chose dans un autre contexte, mais moi je partage pas l'avis comme quoi c'est pas un bon directeur sportif. Au contraire, je pense que sans lui, et pourtant je dis ça sans forcément, le porter dans mon cœur, personnellement, hein, mais sans lui, Stade Brestois ne serait pas là aujourd'hui. C'est, je pense, un très bon directeur sportif avec des défauts. Voilà, mais comme nous tous. On Comme n'est nous pas autres eh, sportif, mais est-ce que tu as jamais fait un mercato, toi, sur Football Manager au dernier moment? eh si, et bien sûr, on avait ça avant. Allez, on continue et on va parler un peu entraîneur et jeu. Florian Brise nous dit: «Le jeu sous l'ère Olivier Dalloglio était le meilleur vu à Brest». Ouh! Et là, on parle d'un personnage qui divise. Ah oui, Mais même pas un enfin, je vais même pas parler du personnage, je pense que c'est un secret de polichinelle sur le fait que je ne l'aime pas, hein. Honnêtement, je suis pas d'accord, en fait, tout simplement. On a vu du jeu parfois sympa, effectivement, souvent de manière très irrégulière, mais honnêtement, tu prends le top 5, top 6 des plus beaux matchs qu'on ait vus à Brest ces 10 dernières années en termes de jeu, il y en a pas un seul de Dellaglio. Voilà, c'est mon avis.
Je suis peut-être, trop opposé, mais pour moi, c'est juste faux. Moi, c'est un avis que je partage complètement pour, l'avis de Yann. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois que j'ai pas de souvenir de match de Dalloglio. Après, il a pas été aidé non plus par le fait qu'il est présent beaucoup pendant la période covid, que tu joues des matchs dans des stades vides et que ça n'aide pas non plus, à nécessairement avoir, un petit peu cet engouement nécessaire derrière l'équipe. Et c'est vrai que si tu prends les dernières saisons, si tu fais la liste des 4-5 meilleurs matchs, d'ailleurs, on a fait une Yann nos top 10 des matchs. Je suis pas sûr qu'on mette de matchs avec Dalloglio, sur le banc. Pour moi, le jeu d'Éric Roy, fait de cette intensité, de ces courses répétées vers l'avant, de ce pressing, m'a donné beaucoup plus de plaisir que le jeu voulu par Dalloglio. En fait, il avait pas l'équipe pour faire le jeu qu'il voulait, à mon avis. Et il doit avoir certainement des principes de jeu très intéressants, mais bon, visiblement, il a du mal à les mettre en place. Et puis, ça fait combien de temps qu'il est encore une fois au chômage là? C'est bon, s'il était si bon que ça, à mon avis, il aurait retrouvé un club. Donc, plutôt d'accord avec notre ami Yann ici. Eh bien, moi, je suis d'accord avec, Florian. Eh oui, messieurs, eh oui, je suis d'accord avec Florian. Les 6 premiers mois de Olivier Dalloglio à Brest sont, heu, les meilleurs qu'on ait vus à Brest en termes de jeu. Mais est-ce que tu as un match précis qui te vienne en tête? Moi, j'en ai un seul et c'est Le facilité derby adverse. contre Lorient Aucun souvenir. avec notamment un but de Romain Perraud qui ouvre le alors, c'est le premier but de Brest et il vient d'un centre de Julien Faussurier et moi les buts où c'est un latéral qui centre pour l'autre latéral, c'est les émotions. Voilà, c'est les émotions et celle-là, elle est restée, bien ancrée dans ma mémoire. Il y a eu des très beaux matchs contre Lille, contre Saint-Étienne, à domicile. J'avais celui Faut contre pas Saint-Étienne, totalement, mais pour moi, et c'est faux. il faut pas oublier aussi que, Olivier Dalloglio, il prend les rênes d'un promu, et qu'il fait un excellent début de saison. Alors il y a des buts, il y a du spectacle, c'est très, très sympa. Même le, mmh, le 1er match contre Marseille est super sympa. Il y C'est a quand même il y a quand même une limite à tout ça, c'est que c'était sympa, OK, à domicile, mais à l'extérieur, on voyait toujours les mêmes matchs. ah oui, oui! Alors Ouais, on va dire que sur une saison, je pense que le 23-24 d'Éric Roy est inatteignable, mais par contre, je pense que le pic beau football qu'on ait vu, c'est sous le Dalloglio. il y a des matchs avec Éric Roy, qu'on enchaîne quand même où c'est assez dingue ça. Il y a Ah, le match par contre exemple, Lyon, par exemple, le match Brest-Lyon, le match de Metz pendant 70 minutes, on leur roule dessus. Après le match à Rennes, le match contre enfin c'est pour moi là, c'est le pic, c'est le summum quoi. Alors peut-être que tu parles vraiment en termes de jeu, de tactique pure, mais moi en termes vraiment en d'intensité. termes de jeu, en termes de mouvement, en termes de combination, en termes de jeu offensif. Mais le match à Rennes, par exemple, tu vois, où tu as la transversale de Chardonnay pour Loco qui centre pour Satriano, c'est magnifique. C'est là aussi, tu as du jeu, tu as des renversements, tu as des lignes qui sont sautées, des gestes la tête de Satriano, elle Ah oui, mais je dis pas que c'était nul sous Eric Roy. mais c'était bien, c'était mieux, c'était mieux. Je dis juste que sous, les premiers matchs de Dalloglio, c'est le cinéma, voilà. Écoute, c'est En un plus avis en qui se plus avec respecte. des joueurs, très, très sympas avec Romain Perraud qui arrive, Romain Fèvre aussi qui est lancé. Bon attention, Romain Fèvre, joueur très sympa, on va arriver sur notre une populaire là. Ah oui, bah, d'ailleurs, bah, c'est à toi. Je te laisse la parole. Ah mince, attendez, laissez-moi retrouver la liste. Qu'est-ce Non, que je vais vous non, non, citer? c'était à moi. C'est à toi, Stoyan. Reparle. Si tu veux, je peux te donner un peu de temps en continuant sur le sujet des coachs. Parce que là, je pense qu'on va être dans une combinaison inverse. Pour moi, Michel Derzakarian est quelqu'un de bien plus important dans l'histoire du Stade brestois qu'il n'y paraît aujourd'hui. Je pense que la trace de Derzakarian, son passage est très important dans ce qu'Éric Roy a pu faire après. Et c'est un avis qui est partagé par Young Skiwa, qui disait texto: Derzakarian n'était pas un si mauvais entraîneur. C'est un peu grâce à lui qu'on a su faire le Doro sur certains matchs ensuite. Voilà, moi je pense que ça va un peu au-delà, mais je considère que s'il n'y a pas Derzakarian, il n'y a pas la réussite d'Éric Roy derrière. Je pense que Derzakarian a apporté quelque chose qu'on ne connaissait pas avec Dalloglio, sur le côté, rigueur, sur le côté, solidité défensive, qui peut-être a servi à l'équipe ensuite. Peut-être que des joueurs qui ont
qu'il faut passer sous les ordres de Der Zakarian. Et pourtant, Der Zakarian, il y a pas mal de joueurs qui ont quand même dit que c'était compliqué avec lui, en termes humains notamment. Mais il a certainement apporté une certaine rigueur, effectivement, Au-delà de la rigueur, et qui a probablement porté ses fruits un peu plus tard. Et je pense que Eric Roy a aussi bénéficié de ça lorsqu'il est arrivé, qu'il a pu construire un petit peu là-dessus, même si lorsqu'Eric Roy arrive, on se souvient que la première de ses missions, il le dit, c'est de redonner un peu de solidité à cette équipe qui prenait trop de buts. Donc voilà, la vie vaut ce qu'il vaut. Et au surtout, Eric Roy, il arrive, 1 mois et demi après que Der Zakarian soit plus là. C'est vrai. Donc avis frauduleux. Désolé. je termine au-delà de la rigueur, c'est l'exigence qu'il a apportée et c'est quelque chose qui a longtemps manqué à ce Stade brestois. Je me souviens de sa colère noire quand Brest finit 11e et finit la saison en roue libre, où il considère qu'en fait c'est pas normal, c'est un club qui manque d'ambition s'il est content de finir 11e alors qu'il est 7-8e quelques mois avant et c'est important, c'est très important, je pense que ça a marqué les joueurs et c'est aussi un peu le discours qu'Eric Roy porte de manière plus habile. Mais voilà, pour moi, ne serait-ce que dans le conditionnement mental autour de l'équipe et du club en général, c'était quelqu'un d'important et de nécessaire, surtout après la fraude Olivier Dalloglio. Bah, en fait, il est nécessaire juste pour voir que c'était un nulard et pour pas le reprendre un peu plus tard, quoi. N'est-ce pas, Valdemar? Non, mais vraiment, moi, je pense que c'était pour le coup, on passait de Dalloglio à Der Zakarian, le jeu était, extrêmement pragmatique. Sans un Franck Honora, monstrueux, je suis pas sûr qu'on reste en Ligue 1, Oui, alors la Der dernière sais Zakarian. la ça peut entendre que tu dises qu'on ait vu des belles choses sous Dalloglio, mais alors la dernière saison de Dalloglio, il va falloir arrêter le ré Oui, 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 c'était c'est full c'était merguez, digne quoi. de Dupont, c'était digne de Non, mais c'était merguez, si Charbonnier est pas là, avec Saint-Étienne, je pense que c'est foutu et d'un point de vue humain, c'était pas bon non plus, mais c'était pas beaucoup mieux d'un point de vue humain, avec Der Zakarian. L'exigence dont il parle, il faudrait aussi qu'il le mette à l'entraînement. C'était quand même le premier concerné et c'est bien de dire qu'il faut être exigeant, mais il faut aussi, enfin, le montrer au quotidien, quoi. Donc vraiment Der Zakarian, aucun bon souvenir de Der Zakarian à part la série de 5 ou 6 victoires consécutives. C'était je crois entre février janvier et mars peut-être? On gagne à Marseille aussi. Bon, à part ça, j'ai aucun bon souvenir de Der Zakarian et la seule bonne chose que Der Zakarian a fait, c'est il soit parti et qu'Eric Roy soit arrivé. Voilà. Ange, tu as eu le temps de réfléchir. Oui, C'est j'hésite entre 2. J'hésitais entre 2. Alors j'hésitais entre celle de Quand on arrive en ville, qui, est je sais pas si c'est sur Twitter ou Instagram, qui nous dit: «L'ambiance à Francis Deblé n'est pas terrible», ou Frissorard, habitué du Discord, qui nous dit: «Brest vend bien ses joueurs, plusieurs dizaines de millions récupérés sur des joueurs qui n'ont rien fait derrière». Je vais plutôt prendre celle de Frissorard. Alors tout à l'heure, j'ai dit que Greg Lorenzi vendait peut-être pas très bien, mais à la réflexion, c'est vrai qu'on a récupéré des millions sur des mecs, 15 millions sur Romain Fèvre. C'est combien c'est 12 millions sur Diallo? Si je dis pas de oui. conneries? Il y a quand même, et il faudrait qu'on en parle de tout ça un jour, de voir ce qu'ont fait les joueurs qui sont partis de Brest. J'aimerais enfin, il y en a très, très peu qui ont réussi des choses, des bonnes choses derrière. Donc je suis assez d'accord sur cette idée-là qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été vendus. On aurait peut-être pu en espérer davantage au moment où ils sont partis, mais finalement, quand on voit ce qu'ils ont fait derrière, c'était Diallo, Lefebvre, Cardona, après, il n'a pas été très bien vendu, mais maintenant il est à Saint-Étienne, ce genre de truc. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je sais pas comment vous positionnez là-dessus, mais on a fait rentrer de l'argent sur des mecs qui derrière, bah, sont devenus des véritables merguez. On pense à toi, Romain. Bah, moi, je suis totalement d'accord et je pense qu'on devrait faire un épisode dessus. On prend le top 10 des ventes et on regarde ce qu'ils ont fait derrière. Il y a des choses assez drôles. Heu Par exemple, Jérémy Le Doiron, 4 millions, ça s'est très bien vendu. Là-dessus, pas grand chose à dire. D'ailleurs, il y a une, impopulaire opinion sur Jérémy Le Doiron, on va peut-être y venir. Hem, Bah, vas-y, c'est à toi, si tu le souhaites. non, mais juste un petit mot sur peut-être les ventes. Non, mais est-ce que ça vient du club? Est-ce que ça vient, des joueurs? Finalement, on vend des jeunes joueurs, donc qui n'ont rien prouvé, heu, au haut niveau. On va dire qu'à Brest, c'est plus facile de réussir qu'à Lyon, qu'à Southampton. Ce sont des joueurs aussi Perraud, Diallo, Fèvre qui, vont ensuite, pour Diallo et Perraud dans des clubs étrangers. Ça a
pas bien fonctionné, mais est-ce que finalement, heu, ça vient peut-être du club qui les a achetés, qui n'a pas bien fait, leur travail, qui les a pas mis dans des bonnes conditions pour réussir? Ça vient peut-être des joueurs directement, Romain Fèvre, hein, pense à toi merguez, hem, mais heu, mais sur leur temps à Brest, je pense pas que ce soit super bien vendu. Fèvre, Perraud, Diallo au-dessus de 10 millions. Je pense que c'est correct parce que c'était des joueurs jeunes avec du potentiel. Je pense qu'on les aurait, gardés avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y a aucun des 3 joueurs, parce que je pense que je pense sur eux qu'on parle en particulier, où on se dit: «Bah, on est content de les vendre parce que, bah, finalement l'effectif ne sera pas moins bon». C'était des joueurs quand même importants de de Brest quand ils sont partis et enfin, moi, ça me semble logique de les vendre à ce prix-là. Après, je pense qu'Amady Camara aurait pu être, vendu plus cher, Pilar Smelou aurait pu être vendu plus cher. Ça, c'est des joueurs un peu plus confirmés, un peu plus âgés, qui ont montré et qui, bah, je pense, à Rennes, ça va correctement pour Camara. Pour les Smelou, c'est un peu plus compliqué au Paris FC, mais je pense que Brest ne vend pas, mal ses joueurs ou bien ses joueurs. Je pense qu'il les vend correctement avec, des irrégularités. Jérémy Le Doiron, c'est très bien vendu. Mady Camara, c'est pas très bien vendu. Voilà, je pense pas que soit Brest vende outre mesure, enfin, que ce soit bien ou pas bien. Et donc, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on l'a noté la petite, une populaire opinion sur Jérémy Le Doiron? Je ne crois pas, mais on nous disait que Jérémy Le Doiron était un joueur important du Stade brestois et que c'était pas un mauvais joueur. Pas d'accord. Je viens de retrouver la phrase exacte, c'est Quentin Arzur sur Twitter qui nous dit: Aïe, 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 aïe. Lui, il s'appelle pour comme moi. m eh oui, eh oui. Pour moi, Jérémy Le Doiron est un des meilleurs joueurs des dernières saisons à Brest. Pas d'accord. Effectivement, ne serait-ce que, bah, c'est pas pour rien qu'il était pas titulaire à la moitié du temps et je pense par contre que c'est le joueur qui a le plus surperformé par rapport à ses capacités. Oui, C'est et c'est ça vrai. pour moi, c'est indéniable. C'est un joueur du haut de tableau de Ligue 2, peut-être du bas de tableau de Ligue 1 normalement et qui pendant quand même 1 an, 2 ans a réussi à se faire passer pour un bon joueur de Ligue 1. Mais c'est pas le cas. D'ailleurs qui est un peu dans le dur en série B. J'étais justement en train de regarder ça, c'est quand même, oui, c'est 2 buts sur les 10-12 derniers matchs. C'est un peu compliqué pour lui. Moi, je suis pas d'accord non plus, hein, du tout avec cet avis comme quoi Jérémy Doiron est un des meilleurs joueurs du Stade brestois. Faut arrêter les délires, quoi. Je veux dire, bon, il a été Après, il y a peut-être volonté de troll peut-être. Peut-être, joueur peut-être utile, troller. joueur utile, je peux admettre. Joueur utile qui a quand même marqué il fait une saison, en Ligue 1 10 buts et une saison en Ligue 1 10 buts en 32 matchs. Ça, c'est totalement respectable. Mais après sur la saison 2023-2024, où on est extrêmement bon et voilà, 33 matchs pour lui, 4 buts uniquement, dans une équipe qui est marquée beaucoup, beaucoup. N'empêche que bon, on se souviendra de certains de ces pions importants. Il clôt le score contre Montpellier à domicile dans un match où Montpellier aurait peut-être pu revenir. Le but à Metz évidemment qui nous donne la victoire. C'est le pénalty obtenu contre Lens, donc joueur utile, un petit peu à l'image d'un Mathias Pereira à l'âge, ni plus ni moins. Voilà, mais pas la meilleure saison en plus, mais après dans la saison dans laquelle il surchauffe, il est très utile Peut pour accrocher le maintien, donc Oui, tout à joueur fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. bien. Peut-être que s'il met pas les 10 buts, c'est un peu plus dur. Exactement, on est peut-être pas là la saison d'après pour accrocher l'Europe. Donc voilà, mais après il faut pas déconner, l'un des meilleurs joueurs, bon et je peux te faire une liste de 10 joueurs qui sont meilleurs en 2 secondes, hein. Ah, peut-être je vais juste rebondir sur une populaire opinion où on nous dit Tanguy qui nous dit: «Furlan supérieur à Roy». Pas être d'accord avec ça, mais pourtant j'aime Jean-Marc Furlan, hein, vraiment, je pense qu'il est à l'origine de tout ce qui va bien aujourd'hui à Brest parce il a fait monter l'équipe déjà d'une part et puis en plus de faire monter l'équipe, il a pas fait monter l'équipe sur un one shot. C'était vraiment la fin d'un processus de 3 ans où il avait vraiment construit une identité au club, l'identité pirate, c'est lui, hein et Le logiciel
bien Le sûr. le big logiciel et d'ailleurs l'identité pirate qu'il met en œuvre avec ses joueurs, Éric Roy, il fait référence encore à la conférence de presse d'après-match à Metz, dimanche dernier, où il dit: «Nous, on est des pirates» et cetera. Ça infuse dans la tête des joueurs et ça, c'est Jean-Marc Furlan. Après, Jean-Marc Furlan avait aussi ses limites. Plusieurs fois lors des matchs coup près, on est passé à côté, notamment à domicile. Je trouve qu'avec Furlan, on n'était jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. On savait qu'on pouvait avoir du bien, mais on pouvait passer totalement à côté de certains trucs de manière un peu incompréhensible. Il avait aussi cette capacité à péter un câble, lui, facilement et chose que je ne vois pas avec Éric Roy qui, pour moi et ça, peut-être qu'on en reparlera un jour, est le meilleur entraîneur de l'histoire du club. Écoute, pour moi, c'est difficilement comparable parce qu'en fait, Jean-Marc Furlan, quand on pense à lui, on pense jamais à Jean-Marc Furlan tout seul. On l'associe à cette bande, à ce groupe très largement qu'il a réussi à fédérer autour de lui. Mais tu penses à Furlan, bah, tu penses tout de suite à Charbonnier, tu penses tout de suite à Quentin Bernard. Et c'est l'ensemble que tu gardes en souvenir, en excellent souvenir, sûrement dans les meilleurs qu'on puisse avoir sportivement. Éric Roy, quand il partira le plus tard possible, je penserai à Éric Roy tout seul. Parce que lui, il a vécu plusieurs cycles, il est en train d'en vivre un nouveau. Il s'est appuyé une saison sur tel joueur, une autre saison sur tel joueur. Mais enfin, des fois, tu te dis que le Stade Brestois, c'est Éric Roy et personne d'autre. Jean-Marc Furlan, c'était lui et son groupe. C'est beau ce que tu dis. Le fait qu'Éric Roy aussi arrive tout seul, sans personne au club, qu'il arrive vraiment comme le cow-boy solitaire et qu'il arrive c'est encore plus fort parce que Furlan, il est arrivé avec un staff quand même qui était il y avait limite plus de staff que de joueurs quand il est arrivé et de cette capacité qu'a Éric Roy de s'adapter en toutes circonstances, son pragmatisme, passer d'une équipe avec Franck Honora lorsqu'il arrive à un jeu au départ de Franck Honora, reconstruire une équipe avec la perte de son meilleur joueur et te faire la saison 2023-2024 qui est quand même absolument, historique. Puis ensuite avec encore des joueurs parvenir à jouer à la fois Ligue des Champions et le maintien assez sereinement et cette année, une nouvelle reconstruction. Il a vraiment pas non plus des conditions de travail extraordinaires et il arrive à chaque fois à nous surprendre et ce sens, pour moi, Furlan était plus dogmatique, et il fallait qu'il ait son logiciel justement pour performer, alors que Roy, lui, est plus pragmatique et s'adapte plus aux conditions, de travail dans lesquelles il est et d'ailleurs, je pense que ça fait la différence entre un bon coach et un très bon coach. On a beaucoup cité des gens ces derniers temps. Vu que c'est à mon tour, je propose d'arrêter de citer des gens. Je vais reprendre l'opinion de Gwen 1977 qui parle du logo du Stade Brestois et qui considère que le logo du Brest Armorique était mieux que l'actuel. D'accord ou pas d'accord? 100 d'accord. Le 100 d'accord et on peut même aller plus loin le nom en aussi. disant que le nom Brest Armorique et le stade de l'Armoricaine, c'est, bah, on peut pas aller plus haut, quoi. Je suis d'accord avec Quentin, je suis moins d'accord avec Gwen parce que je trouve que le logo actuel a finalement très bien vieilli et il arrive à donner quand même un côté professionnel voilà, qui n'allait pas de soi, je trouve. Et je vous invite à regarder les différentes propositions qu'il y avait eu l'année du changement de logo. On est quand même Oui, ça c'est passé vrai par contre. à côté de trucs qui auraient extrêmement mal vieilli. Ouais, Donc, ça c'est vrai. et je trouve que le logo du Brest Armorique, pareil, il vieillirait pas très bien. Il est cool en vintage, mais pas plus que ça. Donc, pas d'accord avec Gwen, mais je comprends que je suis peut-être, c'est peut-être moi l'avis impopulaire. Et de toute façon, c'est pas possible de le remettre donc bon, puisqu'il me semble que la marque Brest Armorique a été déposée par quelqu'un qui n'est pas au club donc on ne pourra pas retrouver ça un jour. Par contre, rien n'empêche de aussi le moderniser un peu ce logo du Brest Armorique. Tout à De fait. prendre la base, vintage et d'en faire, quelque chose, différent de la Juventus et du FC Nantes, bien sûr, mais de quand même, voilà, de le moderniser un peu à notre guise et d'en faire quelque chose d'extrêmement sympa. Tout à fait. Est-ce que c'est à moi? J'en aurais bien fait une qui m'a scandalisé. Allez, une chacun et on termine. J'en fais une alors, ce qui est vraiment scandaleuse. Jean Piamon, également un habitué du podcast, hein, qui pourtant a des avis généralement, plutôt fins, qui nous dit: «Bruno Grougy n'a pas de si beaux cheveux que ça». Il faut pas laisser passer ce genre de truc. Vraiment, c'est scandaleux, tout simplement scandaleux. Je trouve que ça mériterait un ban de quelques jours du Discord. Heu, Mais non, non, c'est pas possible qu'il y ait le côté soyeux, toujours bien coiffé, tiré en arrière, il y a pas une mèche qui dépasse. Parfois des tresses, parfois la cuche. On sent la maîtrise du geste, du peigne et rien que pour ça, Bruno Grougy, est parmi les grandes légendes du Stade brestois. et profitons pendant qu'il y en a encore surtout. Oui, bah, justement, je pense que dans les gestes maîtrisés par Bruno Grougy, on lui demandera, ou plutôt on lui demandera pas,
Je ne serais pas surpris qu'il y ait un petit passage en Turquie, hein. Est-ce que vous regardez l'évolution sur ces dernières années? Il y a quelque chose qui colle pas. Donc rien que pour ce doute, tant qu'il ne sera pas levé, eh bien, justement, je laisse le bénéfice du doute à Jean-Phi. Une dernière pour moi, on va reparler de Jean-Phi, qui nous dit, que Joris Chotard n'a pas sa place comme titulaire dans un club de Ligue 1, un minimum ambitieux. Ah! Qu'est-ce que tu entends par un minimum ambitieux? C'est ça le twist. Alors moi, je ne sais pas ce que j'entends et il faudrait lui poser la question directement à Jean-Phi, mais un minimum ambitieux, est-ce que ça veut dire jouer l'Europe? Moi, je mettrais ça pour un minimum ambitieux. Est-ce que tu peux finir dans les 7 premiers avec Joris Chotard titulaire? Pour moi, c'est oui. Oui. Moi, j'ai tendance à penser oui, hein. Moi, je trouve que, et bon, Yann m'a déjà un peu chambré à ce sujet en me disant que moi, je l'aimais beaucoup Chotard, mais je trouve qu'au milieu de terrain, il s'est parfaitement adapté. Il est un joueur naturellement, plutôt un joueur de complément, un joueur de l'ombre et j'avais peur qu'avec Magneti, ça fasse doublon et j'ai vraiment l'impression que les 2 se sont trouvés à la fois humainement et techniquement, ce qui nous fait un milieu de terrain très intéressant. Moi, c'est plutôt le troisième au milieu qui me déçoit, que ce soit Touzard, par exemple, lorsqu'il rentre. Mais si tu vois un milieu de terrain avec Arlez Melou derrière et Chotard Magneti, ça aurait pu être très sympa. Ça vaut pas évidemment les projections de Mady Camara, mais pour moi, c'est un milieu de terrain de Ligue 1 tout à fait correct. En plus, il a une bonne frappe de balle, il a marqué des beaux buts. J'aime bien sa débauche d'énergie, j'aimais surtout beaucoup, beaucoup son état d'esprit. Vraiment une top recrue à mon sens. Jeune encore, hein. Ouais, déjà que 200 matchs en Ligue 1, je vais être, un peu timoré et me rapprocher un peu de la position de Jean-Phi. Je pense que si ton meilleur milieu de terrain, c'est Joris Chotard, tu ne joues pas l'Europe. Si Joris Chotard et qu'il me manque un de tes milieux de terrain, comme l'a été Magneti il y a 2-3 ans, un peu de complément ou celui qui met de l'huile dans les rouages, tu peux être ambitieux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, c'est le troisième le souci. Que ce Oui. soit, Touzard ou même que ce soit Doumbia, tu mets un joueur, un dépositaire technique avec ces 2 joueurs où en gros leur boulot, c'est de récupérer de la balle, c'est de faire du pressing et de donner ensuite à ce troisième joueur qui serait, techniquement, au-dessus du lot. Alors je pense que tu es royal au bar. Il est très Stade Brestois compatible, je trouve. Oui, c'est Ça vrai. semble c'est un joueur vraiment de travail qui ne rechigne pas à la tâche, qui va pas faire ce qu'il sait pas faire, un petit peu à l'image d'un Magneti ou d'un Chardonnay. On a souvent dit ça, de faire bien ce qu'il sait faire et moi j'aime beaucoup tout ça et j'aime beaucoup ce qu'il apporte et voilà, je pense aussi que c'est assez important dans le contexte actuel d'avoir un joueur qui nous appartient, qui est encore jeune. Yann, tu l'as dit, hein, pile 200 matchs en Ligue 1, potentiel aussi à la revente s'il fait encore une saison prochaine encore meilleure. Tout ça, c'est très, très intéressant en tout cas. Mais Après, c'est un joueur qui est facile à s'identifier également. Je la pense que réflexion c'est un, la réflexion du flocage Chotard ici, se pose, hein, la question se pose. et ouais, c'est un mec qui, en termes d'identité, je pense qu'il te fait avancer dans le bon sens. Surtout dans un club comme Brest, je pense je pense que c'est pas un mec qui a un ego surdimensionné, mais par contre qui se la donne quoi et je pense qu'à Brest, c'est exactement ça qu'on aime donc On devrait le d'identité, de mentalité, d'état d'esprit. Pardon, contrat jusqu'en 2029, donc on devrait le voir encore un moment à Brest. mais c'est une bonne nouvelle. Tout à fait, tout à fait. Contrairement à ce que Jean-Phi Hamon nous dit. Salut, bon, il y en a plein d'autres, hein, qu'on n'a pas eu le temps Il y en a d'évoquer. plein d'autres. On refera peut-être un épisode si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à en alimenter parce que mine de rien, ça faisait quand même un bon mois qu'on avait posé cette question. Vous en avez peut-être eu des nouvelles. N'hésitez pas, ça viendra. Et voilà, il y en a sur Youssef Belaïli, sur Romain Fèvre, sur Lucien Agoumet. Voilà, des noms qu'on n'a pas évoqués. On le refera peut-être dans un futur épisode. Tout à fait. J'en profite également très rapidement pour, faire une petite dédicace pour un auditeur qui nous écoute tout le temps. C'est Iberic Hunter qui, qui disait que lorsqu'il prenait la route et ben, il écoutait Brest On Air et que sa copine ou sa femme, était pas toujours enchantée et donc on la salue, elle s'appelle Lou et en tout cas, bah, merci à toi Lou de nous écouter, ça fait plaisir. Et j'en profite également pour, saluer tous ceux, que j'ai rencontrés, autour des mugs. Autour des mugs, il en reste quelques-uns aussi et jusque-là, c'est toujours des chouettes rencontres, avec les gens, l'occasion de discuter, de rencontrer un peu la communauté qui fait aussi ce podcast parce que
Sans vous, nous ne sommes rien. On pense à Yves Très, aussi, très bien. bien sûr. On pense à Yves. Exactement. On salue Yves, et on attend tes mails avec, grande impatience, bien sûr. Sur ce, messieurs, à la prochaine pour, des plus d'unpopular opinion ou pas, ou plus de popular opinion. Sportif, De parce que ça va bien. sportif. On a vu des belles choses, Vous aviez demandé là, lors du dernier épisode, des quêtes annexes et des objectifs secondaires et ben, peut-être que l'objectif, ça va être l'Europe, messieurs. N'abusons pas. Ouais, on va peut-être pas aller aussi haut, mais qu'est-ce que c'est alors, Franche qui serait plus optimiste que nous? Bizarre. Non, non, mais Là, c'est le soleil qui se tape sur le crâne, mon petit pote. non, mais je sais pas, on est le 4 mars, on peut plus parler de maintien, on s'emmerde, c'est nul ça, on j'ai Ah ouais, mais je crois qu'on va s'emmerder, hein. non, mais c'est vraiment très agréable d'avoir une équipe qui est déjà maintenue et puis maintenant il y a plus qu'à espérer. Moi, j'étais d'accord, hein, je n'étais pas participé au podcast, mais j'étais d'accord avec vous sur ce que vous aviez dit et notamment sur le fait de, bah, peut-être voir des jeunes, qui intègrent l'équipe, dans les semaines qui viennent. Bon, c'est pas le moment d'en reparler, mais je pense qu'on aura l'occasion sur les prochains mois prochaines semaines de compétition de faire le point. Il y a la trêve internationale qui va arriver aussi dans quelques semaines pour faire un petit peu le bilan déjà de tout ça. Désormais, c'est du bonus. Faudrait Messieurs, plutôt à la prochaine et on se retrouve, évidemment, contre Le Havre au stade, bien sûr, bien sûr. pour un 6e match sans défaite. Allez, salut, à la prochaine et bien sûr, allez Brest! Dynamo, allez Brest.